Salut YouTube, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de nature et d'humain. Le sujet du jour est le sang. Je fais donc un break sur la série portant sur les symbioses. J'y reviendrai plus tard, mais j'avais un petit peu envie de vous parler d'autre chose. La vidéo étant relativement longue, elle est également chapitrée pour votre plus grand confort. Je tiens tout de même à faire un petit avertissement puisque vu le sujet, il faut s'attendre à voir quelques hectolitres de sang et des scènes un petit peu graphiques, rien de bien méchant, mais si vous êtes sensible sur le sujet, vous allez peut-être avoir du mal à aller jusqu'au bout de la vidéo. Et pour le public, averti, on y va tout de suite. Le thème du sang, mine de rien, est extrêmement riche et vaste. Il y a donc plein de choses intéressantes à dire. Tout comme les fibres musculaires et le système nerveux, le sang fait partie des tissus conjonctifs, sauf que celui-ci est liquide. Avec la lymphe, c'est l'un des systèmes circulatoires du corps. Le rôle du sang est d'acheminer l'oxygène et les nutriments nécessaires à l'organisme, participer à l'évacuation des déchets comme le dioxyde de carbone, assurer la bonne distribution des hormones et du système immunitaire, en plus de permettre la coagulation des plaies. Il circule grâce à l'effet de pompe du cœur et fait le tour de notre organisme en seulement 1 minute. Il est produit par la moelle osseuse et est composé de 50% de plasma et 45% de cellules. Le plasma est la composante liquide qui contient de l'eau, du glucose, des lipides, ainsi que des anticorps et éventuellement des microbes. Quant aux cellules, il s'agit principalement des globules rouges, plaquettes, leucocytes, etc. Chaque litre de notre sang contient 5000 milliards de cellules et un seul millimètre cube contient à lui seul 4 500 000 globules rouges. D'ailleurs, notre organisme en produit à peu près 2 millions par seconde. L'hémoglobine, quant à elle, est une protéine contenue dans les globules rouges qui permet de fixer l'oxygène récupéré dans les poumons. La couleur du sang est due au fer présent dans l'hémoglobine, mais la teinte varie en fonction du taux d'oxygénation. S'il retourne aux poumons après avoir distribué l'oxygène aux organes, il est plus foncé que lorsqu'il en sort, tout rechargé et prêt à alimenter les organes. Quant au sang bleu qu'on peut voir quelquefois au travers de la peau et qui a donné l'expression désignant la noblesse, eh bien il s'agit simplement d'un effet de filtre exercé par la peau qui donne l'impression que ce sang est bleu, mais ça ne correspond pas du tout à sa couleur réelle. Par contre, nous verrons que si l'humain a le sang rouge, ce n'est pas le cas de tout le monde dans le royaume animal. Quant au groupe sanguin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire. La découverte des groupes sanguins est intimement liée à la recherche sur les transfusions et à ses débuts, la transfusion sanguine, c'était la loterie. Cette pratique a débuté au XVIIe siècle, mais sans la connaissance de la compatibilité sanguine. Si bien qu'avec de la chance, il pouvait aussi bien y avoir des rémissions efficaces, mais aussi de nombreux décès, à l'époque, mystérieux. Sachez d'ailleurs qu'au fil de l'histoire, de nombreuses substances ont été testées dans le cadre des transfusions sanguines, du sang d'animal, bien entendu, mais également du vin, de la bière, du lait ou encore de l'urine. Sans succès, figurez-vous que ça ne fonctionne pas. Fin du 19e, début 20e, certains chercheurs qui font des petites mixtures de sang s'aperçoivent que dans certains cas, le sang va commencer à s'agglutiner, démontrant leur incompatibilité. S'en est rapidement suivi la découverte des groupes A, B et O par Karl Landsteiner, qui fut la clé vers la transfusion sans danger. Et puis ensuite, on a découvert les groupes AB, les Rhésus, plus et moins, etc. Il existe désormais de nombreuses manières de classifier le groupe sanguin au-delà du système ABO. Il existe également la classification MNS ou encore le système KEL. Ces classifications permettent non seulement de mieux comprendre le sang, mais également d'affiner la qualité des transfusions sanguines en tenant compte de plus en plus de paramètres comme le groupe plaquettaire. C'est actuellement 47 systèmes de classification des groupes sanguins qui décrivent 390 groupes sanguins, dont 250 groupes sanguins rares. Et oui, des groupes sanguins sont encore découverts à l'heure actuelle, comme tout récemment le groupe Guadan négatif, trouvé par hasard chez une Française. On peut aussi parler du sang doré ou RH nul, qui est le sang le plus rare du monde puisqu'il est dépourvu de Rhésus.
Ça peut avoir l'air cool dit comme ça, mais quand on a besoin d'une transfusion sanguine, c'est tout de suite beaucoup moins marrant, puisqu'il n'y a que quelques dizaines de personnes compatibles de par le monde. C'est d'autant plus ballot que les personnes appartenant à ce groupe sanguin ont une tendance naturelle à l'anémie. Eux sont par contre d'excellents donneurs puisqu'ils n'ont pas de rhésus. Oh, ironie. Toutes ces caractéristiques sanguines sont héréditaires et varient selon les groupes ethniques. Par exemple, le groupe A et B n'existent presque pas sur le continent américain et australien. Le groupe A est quasi absent d'Amérique du Sud, mais on y trouve de hauts taux de groupe O, 97% chez les Mayas ou encore 100% chez les Péruviens autochtones. Outre l'importance des groupes sanguins dans le cadre de la transfusion sanguine, la connaissance des groupes sanguins donne également des indications quant à la manière de notre organisme de réagir à certaines pathologies. Par exemple, les maladies cardiovasculaires concerneraient moins le groupe O, mais les groupes A et B auraient un risque d'hypertension un peu plus faible. Je vous passe tous les détails, mais si ça vous intéresse, les liens sont en description. Les différents groupes sanguins réagiraient également différemment à des maladies comme le paludisme. Il y aurait même des prédispositions sportives différentes selon le groupe sanguin. Ceci dit, on parle bien de chance/risque et non de fatalité, puisqu'il y a de nombreux autres paramètres qui rentrent en jeu et ce ne sont que des statistiques. Quelques chiffres du sang. Chez un humain adulte, selon sa corpulence, le corps contient entre 4 et 6 litres de sang, ce qui représente 7 à 8% de la masse corporelle. À la naissance, nous ne sommes pourvus que de 250 millilitres de sang, ce qui représente à peu près la quantité d'une canette Slim. Désolé si l'image est bizarre, mais c'est la comparaison la plus facile que j'ai trouvée. On parlera tout à l'heure du sang chez les autres espèces animales, mais à titre de comparaison, pour un chat de 4 kilos, la quantité de sang est à peu près de 300 millilitres. 1,8 litre pour un chien de 20 kilos. Pour une vache, on en arrive à peu près 50 à 60 litres de sang. Et enfin, pour un éléphant, on en est à 450 litres. Le saviez-vous, c'est ce qu'on appelle la volémie, donc la quantité de sang contenu dans un organisme. Info totalement gratuite, mais mot sympa à replacer dans une conversation. Oh non, c'est ce gros lourd de Marc-Henri! Eh ben, en parlant de gros lourd, est-ce que tu savais que la volémie de l'éléphant est à peu près 10 fois supérieure à la nôtre? C'est dingue, non? La longueur totale du système sanguin adulte est d'au moins 100 000 kilomètres. J'ai même trouvé des chiffres beaucoup plus élevés, comme 160 000 kilomètres. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver les chiffres exacts. Mais voilà, sachez que c'est considérable et c'est au moins 2 fois le tour de la Terre. Comment est-ce possible? Eh bien, le système sanguin est tellement complexe que si on fait la totalité des veines, artères, jusqu'aux plus petits capillaires, on en arrive à cette moyenne. Et oui, les amis, nous contenons l'infini. Quelques fun facts du sang, mais pas que fun, parce qu'il y a aussi des trucs un peu dégueux. En Suède, les donneurs de sang reçoivent un SMS quand leur sang est utilisé pour une transfusion. Pour les procrastinateurs, ce service de SMS comprend une option «Harcelez-moi jusqu'à ce que je devienne donneur de sang» qui envoie alors des SMS du genre «Nous n'abandonnerons pas jusqu'à ce que vous saigniez». Sachez qu'un don de sang équivaut à 3 transfusions sanguines, c'est donc précieux. Il faudrait être piqué simultanément par 1 million de moustiques pour être vidé de son sang. Je ne sais pas qui calcule des trucs pareils, mais je suis sûre que vous êtes content d'avoir cette image en tête. Stan Larkin est un jeune Américain connu pour avoir vécu 17 mois sans cœur. Suite à une ablation du cœur, il a été le premier à tester le Syncardia Freedom Portable Driver, un cœur artificiel qu'il portait comme un sac à dos. Cela lui a permis de rentrer chez lui et vivre sa vie en attendant sa greffe. Technologie admirable, mais quant au son que la machine fait quand il n'y a plus de batterie, Designed to alarm if the driver switches to its internal backup system. moi ça me fait plutôt penser à ça. Voici ma suggestion. Recharge ton cœur ou tu vas mourir. Déjà qu'il a pas de cœur, faut pas non plus le stresser.
Au Japon, vous pouvez trouver des produits de consommation basés sur votre groupe sanguin, aliments, cosmétiques et même des préservatifs. Apparemment, si vous êtes du groupe sanguin A, les extra fins seraient votre préférence, tandis que si vous êtes du groupe B, il se peut que vous préfériez les striés. Qui l'eût cru? Certaines personnes se font tatouer leur groupe sanguin, ce qui peut s'avérer utile en cas d'urgence. C'était une pratique courante chez les SS qui faisaient ce tatouage sur le bras, ce qui les a d'ailleurs trahis une fois la guerre terminée. On voit aussi cette pratique dans Mad Max Fury Road, et c'est ainsi qu'on apprend que Mad Max, en plus d'être un survivant, est du groupe O et donc donneur universel, un bon pote à avoir pendant l'apocalypse. Le sang n'a pas toujours existé, il apparaît progressivement au fur et à mesure de l'évolution du vivant sur Terre, afin de faciliter la distribution des nutriments dans des organismes de plus en plus complexes. L'apparition du sang précède celle du système circulatoire. L'hémoglobine est présente dès les premiers vertébrés, il y a plus de 400 millions d'années. La lamproie marine est un des plus anciens animaux connus à en posséder. Elle a d'ailleurs évolué en hématophage. Coïncidence? Par la suite, le premier animal connu à être doté d'un cœur est le poisson placoderme, qui vécut du Silurien au Dévonien et qui était également le premier animal doté d'une mâchoire articulée. Et oui, tant qu'à innover, autant y aller à fond. D'abord animaux à sang froid, ou poikilothermes, un autre mot sympa. Les animaux à sang chaud, ou homéothermes, sont apparus il y a 33 millions d'années seulement. Quant aux humains, une étude de Stéphane Mazière du CNRS portant sur l'arrivée d'Homo sapiens en Eurasie il y a 45 000 ans montre une mutation de notre espèce à ce moment-là, autant au niveau de l'apparition de nouveaux groupes sanguins que de nouvelles technologies comme la fabrication d'outils en pierre. Selon lui, le lien entre l'apparition de nouveaux groupes sanguins et l'émergence de nouvelles compétences serait bien réel et peut-être plus important sur notre évolution que l'on peut l'imaginer. D'autres groupes sanguins ont par contre disparu. Pour ce qui est de la compréhension humaine, le rôle du cœur dans la circulation sanguine est longtemps resté obscur. Il a fallu attendre 1519 avec André Cézalpin, qui décrit la circulation sanguine pour la première fois. Il faut ensuite attendre 1628 pour que William Harvey démontre le rôle du cœur par rapport au sang. Dans le royaume animal, le sang n'est pas rouge pour tout le monde. D'ailleurs, pour beaucoup d'espèces, il ne s'agit pas exactement de sang, mais plutôt d'hémolymphe, comme chez les insectes, les crustacés ou encore les mollusques, mais par facilité, je vais dire sang. Chez les vers marins, mollusques et autres brachiopodes, le sang est rose à violet. Tout comme notre sang, il s'agit d'un sang qui utilise le fer pour fixer l'oxygène. Le sang bleu existe chez les poulpes, les crabes ou encore la limule. C'est un sang qui utilise le cuivre plutôt que le fer pour transporter l'oxygène. Ce sang a une histoire évolutive beaucoup plus longue que celle du sang rouge. C'est un sang qui est fait pour fonctionner dans des environnements froids et pauvres en oxygène. Certains vers marins possèdent un sang vert qui convient aux environnements pauvres en oxygène et d'autres animaux comme le lézard guinéen possèdent carrément un sang vert citron, la couleur étant due à la présence d'un pigment particulier dans le sang. Quant aux insectes, ils ont souvent un sang ou hémolymphe plutôt jaune. Enfin, le poisson des glaces, qui a l'oxygène très abondant dans son environnement, a un sang incolore, le sang n'étant pas pigmenté car l'absorption de l'oxygène se fait par les branchies et par la peau. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'apparition du sang précède celle du système circulatoire et certains animaux contemporains fonctionnent encore comme ça, comme l'escargot par exemple, qui n'a pas de système circulatoire dédié et qui donc fonctionne en circulation ouverte, dans le sens où le sang baigne directement dans les organes. D'autres animaux sont carrément dépourvus de sang, comme les méduses, les éponges, les coraux ou encore les étoiles de mer. Chez les vers plats, par exemple, le transit des gaz se fait directement par la peau. Cela fonctionne pour des animaux assez simples et de petite taille. D'autres animaux font du sang leur fonds de commerce, puisque avec tous les nutriments qui y circulent, ça peut aussi faire un bon repas.
On appelle ces animaux hématophages. Il s'agit des moustiques, tiques, puces et autres punaises de lit. Chez les vertébrés, la lamproie, mentionnée plus tôt, est un hématophage plutôt terrifiant avec sa mâchoire suceuse des enfers. Les chauves-souris vampires sont quant à elles les seuls mammifères à se nourrir exclusivement de sang. Mais le sang peut également servir d'arme, c'est ce qu'on appelle l'auto-hémorrhée, utilisé par certains animaux, reptiles, insectes, pour se défendre. Le cas le plus connu est celui du lézard à cornes qui éjecte des larmes de sang de ses yeux afin de faire fuir ses adversaires. Ce petit lézard que l'on rencontre sur le continent américain se nourrit de fourmis et peut être la proie d'animaux tels que le loup et le coyote. Il se défend alors avec des larmes de sang. Outre le côté déstabilisant de cette attaque, son sang contient également des substances toxiques provenant du venin des fourmis qu'il ingère. Il peut ainsi projeter ses larmes jusqu'à 1,50 m de distance. Autre animal pratiquant l'auto-hémorrhée, il s'agit du bien nommé crache-sang, un coléoptère européen totalement inoffensif qui lui fait le mort et pour rajouter de la crédibilité à la supercherie, exude de l'hémolymphe qui a en outre très mauvais goût. On peut encore citer le criquet à armure qui lui est capable de se défendre en mordant, en projetant du sang et en vomissant sur son attaquant. Voilà, vraiment tous les moyens sont bons pour distraire l'adversaire, à la guerre comme à la guerre. Le don de like est important. Bon, pas autant que le don de sang, mais quand même. C'est un petit geste de solidarité et d'appréciation encore plus accessible. Alors pour contribuer facilement au bien-être d'autrui, en l'occurrence le mien, fais donc don d'un petit like. Comme on le sait, le sang peut être à la fois vecteur et proie de certains maux. De nombreuses maladies se transmettent par contact avec du sang infecté, comme le virus du HIV, de l'hépatite B, de l'hépatite C et toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles, bien horribles et évitables. N'oubliez donc pas de vous protéger. On ne va pas trop s'appesantir sur toutes les maladies et intoxications du sang qui existent, ce serait beaucoup trop long et puis c'est pas vraiment ma spécialité. Par contre, il y a des troubles aussi inhabituels qu'impressionnants que l'on peut mentionner. La porphyrie est une maladie souvent associée au vampirisme. Et oui, on ne pouvait pas parler du sang sans parler de vampirisme. On y reviendra d'ailleurs plus loin dans la vidéo. Bien qu'il existe plusieurs types de porphyrie, celle qui nous intéresse, c'est la porphyrie congénitale, puisque les personnes souffrant de ce trouble ont plusieurs caractéristiques qui, vous allez le voir, évoquent fortement les vampires, à savoir une hypersensibilité à la lumière du soleil, des crocs apparents dus à la rétractation des gencives. Ils souffrent également d'anémie et cerise sur le gâteau, ils sont allergiques à une des composantes de l'ail. C'est vraiment pas de bol. Ce mal désormais identifié se traite notamment par des transfusions sanguines, mais on peut imaginer qu'en des temps plus superstitieux, ils étaient pris en très mauvaise posture quand ils étaient occupés à se nourrir de sang de vache avec leur teint pâle et leurs grandes quenottes. Autre trouble, il s'agit de l'hématidrose. Il s'agit d'un dérèglement hormonal dont un des symptômes est de transpirer du sang. Cette maladie, heureusement très rare, serait caractérisée par un taux d'adrénaline jusqu'à 20 fois trop élevé, accompagné d'anxiété, de pression sanguine très élevée et de transpiration de sang sans aucune blessure, principalement au niveau du visage et des mains. Les saignements peuvent se produire plusieurs fois par jour et s'accompagner de picotements ou de sensations de brûlure. Ce trouble touche principalement des femmes et des personnes d'origine asiatique. On peut encore citer l'hémolacria, qui est un symptôme rare consistant à pleurer des larmes de sang. Ce trouble peut avoir plusieurs causes, comme une inflammation ou une infection. Et qu'en est-il de la consanguinité? Pourquoi est-ce que cela a des conséquences aussi graves? Alors je vais parler au niveau biologique. On ne va pas parler de la moralité de la chose. Eh bien, grosso modo, quand les deux parents sont porteurs de la même mutation génétique récessive et que cette mutation est répétée 2 fois à l'identique dans le patrimoine génétique de leur progéniture,
Cela provoque des mutations aussi graves que variées. Taux de mortalité infantile très élevé et dans tous les cas, espérance de vie rabotée, malformations diverses, déficiences mentales et cognitives, troubles de la fertilité, c'est peut-être pas plus mal. Certains cas de consanguinité dans la royauté européenne sont d'ailleurs tristement connus. Mais cela dépend des espèces puisque par exemple la mangouste se reproduit allègrement en famille. Quant à la drosophile, elle favorise carrément ses frères quand il s'agit de reproduction. C'est notre culture, quoi. Au-delà des pathologies physiques liées au sang, il existe également des troubles mentaux, et c'est là qu'on va retrouver le vampirisme. Le vampirisme humain n'est pas très fréquent et peut avoir de nombreuses causes. On parle notamment du syndrome de Renfield, appelé ainsi en référence au personnage du roman de Bram Stoker, Dracula. Would you care for an old Dr. Theod or canapé? No, thank you. Et c'est un trouble qui consiste à vouloir ingérer du sang, éventuellement humain. Cela peut être celui des autres ou le sien. Ce trouble rare est mal connu et assez peu décrit. Il peut s'ancrer sur un plaisir lié au sang, à son goût, voire à de l'hémofétichisme. Le premier stade est un auto-vampirisme plutôt opportuniste, quand l'occasion se présente, on boit son sang, et le deuxième stade devient alors provoqué. Le troisième stade est de la zoophagie, on boit le sang d'un animal, et le quatrième stade concerne le sang humain. Dans le pire des cas, ce syndrome s'accompagne de sadisme et de pulsions de violence. Il existe d'ailleurs un épisode de My Strange Addiction sur le sujet. Il porte sur une Américaine qui consomme du sang d'animal quotidiennement et occasionnellement du sang d'humain avec le consentement de ces derniers. Je pense que le vampirisme n'a jamais eu autant de visibilité. Le vampirisme clinique a des similitudes avec le syndrome de Redfield, mais il est plutôt le syndrome de psychose ou de schizophrénie. On peut ainsi citer Richard Chase, dit le vampire de Sacramento, un tueur en série américain qui se pensait en danger de mort s'il n'absorbait pas du sang, entre autres. Je ne vais pas en parler ici car c'est beaucoup trop horrible, mais si le sujet vous intéresse et que vous avez le cœur bien accroché, je vous recommande cette vidéo de Liv sur le sujet. Mais comme je vous le disais, ces troubles sont rares et donc assez peu étudiés. Bien sûr, tout cela exclut la cuisine à base de sang que l'on retrouve dans des tas de cultures. Le boudin noir, bien sûr, mais aussi la soupe de sang, le tofu de sang, la crème brûlée au sang, etc. Bon appétit! Pour terminer sur cette partie, sachez que les saignées sont toujours d'actualité et se font toujours dans le cas d'excès de fer. C'est ce qu'on appelle l'hémochromatose. Par contre, je vous rassure, ça ne se fait plus avec des censures. Bien sûr, le sang étant central dans notre vie, c'est un vaste domaine de recherche. La production de sang de synthèse ou autres substituts capables de transporter l'oxygène en fait partie. L'aboutissement de ces recherches résoudrait de nombreux problèmes tels que la pénurie de sang à transfuser, les risques microbiens liés au sang humain ou encore les difficultés de transfusion des sangs rares. Mais si je parle au conditionnel, c'est bien que ce n'est pas encore le cas. Plusieurs pistes sont à l'étude, comme la purification de sang bovin, la transformation de sang post-mortem, la culture de cellules ou encore l'utilisation de nanoparticules de silice. Actuellement, ces recherches ne sont cependant pas convaincantes, soit à cause du risque pour la santé, soit parce que la production des quantités est trop infime. À défaut, les recherches s'axent plus précisément sur la production d'éléments précis comme des globules rouges ou des plaquettes. Quant au système sanguin, c'est la bioimpression qui ouvre des perspectives de transplantation de tissus biologiques créés en laboratoire en utilisant l'impression 3D à base de cellules cultivées. En criminologie aussi, l'étude du sang est cruciale. On parvient ainsi à détecter le sang invisible à l'œil nu grâce au luminol qui réagit au fer présent dans le sang. On peut également citer l'étude des éclaboussures de sang ou morphoanalyse des traces de sang qui a été popularisée par la série Dexter. Elle est utilisée en cas de crime, d'accident ou autres faits graves et suspects.
Cette technique permet de récolter des informations précieuses pour les enquêteurs, telles que la position des protagonistes, le point d'origine des coups, le type d'arme utilisée, la force des coups et autres informations aussi peu ragoûtantes qu'importantes. Il s'agit alors d'interpréter les taches de sang selon leur forme, leur taille, la manière dont elles se sont déposées sur les surfaces afin de déterminer les circonstances de la scène. La technique de cordage emblématique de Dexter est réellement employée pour déterminer les points d'origine. Si cela vous intéresse, c'est très bien expliqué dans cet article de la police scientifique dont le lien est dans la description. Aussi bien intriqué dans la vie que dans la mort, le sang est associé à la chaleur, au feu, au soleil. Il trouve sa place dans toutes les croyances religieuses du monde, que ce soit par les interdits, comme la prohibition de sa consommation alimentaire ou de la transfusion sanguine, comme par une conception sacrée, le sang représentant alors le support de l'âme ou l'aspect saint du vivant. Il a aussi été utilisé pour la divination, il s'agit de l'hématomancie. Forcément, de nombreuses superstitions sont liées au sang, on peut notamment parler de la théorie des humeurs. Cette théorie guidait la médecine médiévale avant que l'on comprenne le fonctionnement de la circulation sanguine et le rôle des organes. Selon cette théorie, qui a probablement fait plus de mal que de bien, le corps humain était constitué de 4 humeurs, à savoir le sang, les biles jaunes et noires, et la flegme, un genre de glaire ou lymphe. Et la santé dépendait de l'équilibre entre ces humeurs. On pensait alors que le sang était produit par le foie. C'est dans le cadre de cette théorie que l'on pratiquait les saignées et autres purges afin d'éliminer les humeurs en déséquilibre. Les femmes étaient ainsi considérées comme plus humides que les hommes puisque leur corps avait besoin de purger régulièrement du liquide sous forme de menstrues. D'ailleurs, le sang menstruel a en tout temps véhiculé un grand nombre de croyances. Dans l'histoire, il a souvent été vu comme impur, voire maléfique. Les femmes réglées étaient ainsi réputées pouvoir faire tourner le vin, rendre les chiens fous, ternir les miroirs, faire pourrir le jambon, et j'en passe. Ça a toujours été globalement un mauvais présage. Et puis au XXe siècle, on a essayé de nous faire croire que le sang périodique était bleu. C'était bizarre. Dans la culture populaire, le sang sert à signer des pactes diaboliques. Il est offert aux dieux en sacrifice ou employé dans l'espoir de garder la jeunesse éternelle. On peut dire que le sang frappe l'imaginaire depuis toujours. Et certains événements participent à attiser l'imaginaire, comme les fameuses pluies de sang rapportées depuis l'Antiquité et quelquefois accompagnées de chair ou autres objets. Ces pluies rares et sinistres peuvent s'expliquer de plusieurs manières. La présence d'oxyde de fer, de sable, d'algues ou de lichen dans la pluie peut donner cette teinte. Ou plus troublant encore, des animaux emportés par une tempête et mis en pièces par celle-ci. J'ai déjà pas mal parlé de vampirisme, donc je ne vais pas trop y revenir, mais j'ai quand même envie de vous recommander cette interview de Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue expert en la matière, qui en parle très bien, en l'occurrence du mythe du vampire, vu à travers des œuvres cinématographiques. Car en effet, dans l'imaginaire moderne, le sang est toujours bien présent et n'a pas perdu son aspect fascinant. Quant à notre conception des groupes sanguins à l'heure actuelle, elle porte d'une part sur les traits de personnalité qui seraient dus à ces groupes sanguins et d'autre part aux décisions de vie qui en découleraient. Une étude de 2023 menée sur plus d'1 million de couples chinois tendrait à démontrer que les couples du même groupe sanguin ont une tendance naturelle à se mettre ensemble, surtout les personnes appartenant au groupe O. Les conclusions de cette étude sont encore soumises à débat, mais la proportion observée ne semble pas pouvoir être due au hasard. D'ailleurs, au niveau des couples, il y aurait un facteur de compatibilité des groupes sanguins en vue d'avoir des enfants. Par exemple, une femme de rhésus négatif et un homme de rhésus positif qui procréent auraient plus de chances de connaître certaines complications. Mais pour certains, l'influence des groupes sanguins sur notre existence va encore plus loin. À l'instar des signes astrologiques, les groupes sanguins donneraient également des indications sur notre personnalité. Ce concept est très présent dans la culture japonaise qui, décidément, est très adepte des groupes sanguins.
Pour terminer sur ce sujet sur le sang, je vous propose d'aller jeter un œil sur ce qu'on en fait en art. J'ai par contre choisi de vous épargner les œuvres faites à partir de sang menstruel. Mais oui, bien sûr, ça existe. Hermann Nietzsche est un artiste contemporain autrichien, cofondateur de l'actionnisme viennois. Son art est centré sur des performances qui peuvent durer plusieurs jours et inclure un grand nombre de participants. Le son y est très présent, proche des spectateurs et sans allégorie, ainsi que le corps, l'aspect rituel et sacrificiel. En effet, il a utilisé de vraies carcasses d'animaux dans ses œuvres, suscitant ainsi de nombreuses controverses. Il est cependant défendu par d'autres comme représentant une réalité de notre société qui nous renvoie à nous-mêmes. Il déclare: avec mon travail, je veux bouleverser le public, les participants de mes performances. Je veux les éveiller par le biais d'une intensité sensorielle et leur apporter une compréhension de leur existence. L'intensité est un éveil à l'être. Sa démarche est fort intéressante à lire, mais si vous creusez, sachez que certaines œuvres sont très graphiques. Vous voilà prévenu. Il nous a quittés en 2022 à l'âge de 83 ans, laissant un nombre d'œuvres incalculable. Je peux également vous parler de Kim Rose et de son œuvre Blood Series, un ensemble d'œuvres numériques mettant en scène son propre sang qui se mélange à du poison. Ces œuvres sont mouvantes et évolutives, elles invitent à la réflexion sur le cycle perpétuel de la vie, la mort et le renouveau. Enfin, dans l'épisode sur le bioart, je vous parlais de l'artiste Marion Laval-Jantet du collectif Art Orienté Objet, qui a réalisé une performance dans laquelle elle recevait une transfusion de sang de cheval. J'y reviens rapidement car j'en avais parlé brièvement et en plus avec un problème de micro. La performance d'1h15 est intitulée May the Horse Live in Me ou Que le cheval vive en moi. Elle s'est déroulée en public sous supervision médicale. L'artiste a reçu en réalité de l'hémoglobine et du plasma de l'animal. Suite à la transfusion, elle s'est juchée sur des prothèses de pattes de cheval et a exécuté quelques pas avec lui. Cette œuvre existentialiste s'inscrit dans une réflexion plus vaste, puisqu'il existe d'autres œuvres du collectif dans la même démarche, qui tend à expérimenter d'autres réalités. Si toutefois j'ai tout compris, c'est pas sûr. Voici qui clôture ce sujet potentiellement sans fin. Si vous êtes toujours là, je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties, ainsi que de partager, de booster et toutes ces sortes de choses. D'ici la prochaine, ménagez votre pression artérielle, prenez soin de votre système sanguin en lui donnant de l'eau et que tout aille bien pour vous. Recharge ton cœur ou tu vas mourir.